maintenant cette proposition de loi pour la réforme de l'immigration. C'est ça avec les politiques. Et à un moment donné, quand vous coincez à un moment où vous devez maintenant s'asseoir pour réformer le système, pour arranger. Sinon, ça sera toujours le chaos. Ce qu'ils sont en train de débattre, c'est plus de 40 ans. Plus de 40 ans, ils ont ce problème ici sur l'immigration. Et voilà maintenant qu'il y a la venue de cette dame ici que vous voyez, cette congresswoman Salazar, c'est une parlementaire, une députée, qui revient encore parce qu'elle avait déjà proposé ça. Il vient maintenant, cette fois-ci, elle change le nom, il dit Dignity Act for Undocumented Immigrant is now in Congress. Donc, ça veut dire que c'est maintenant au Congrès. Donc, elle vient avec un projet de loi sur la réforme de l'immigration. Elle est républicaine, le même parti que Donald Trump, et avec une démocrate, et ils ont réuni au moins 20 députés des deux camps, parce que les États-Unis, il y a deux partis majeurs, il n'y a que deux partis, les républicains et les démocrates. Donc, quand les républicains et les démocrates, les deux partis s'unissent ensemble pour un projet de loi, on appelle ça bipartisan. Donc, ça fait allusion à deux partisans, deux partis qui se sont réunis pour apporter une solution sur une question donnée. Et la plus grande question en ce moment, c'est l'immigration. L'immigration est tout un problème aux États-Unis. Parce que les États-Unis, et avec la frontière de Mexique, qui a fait rentrer plusieurs personnes du monde entier. Les gens sont venus de la Chine. Ce n'est pas seulement les Africains qui traversent là. Les Sud-Américains eux-mêmes, beaucoup, ceux qui sont venus en Chine, ceux qui sont venus de la Corée, Cambodge, Vietnam, tous ces pays que vous connaissez du monde, beaucoup sont rentrés par la frontière du Sud. Parce que les États-Unis n'ont que deux frontières, le nord avec le Canada, le sud avec le Mexique. L'Est et l'Ouest, c'est les deux océans. Alors, elle propose maintenant cet acte ici de dignité. Pourquoi elle appelle ça dignité? Elle dit qu'on doit apporter une dignité aux immigrants, aux sans-papiers. Parce que la manière qu'on est en train de traiter les sans-papiers actuellement, c'est comme les gens qui n'ont aucune dignité. Vous voyez? On vient te chercher comme ça à la maison, peu importe la manière que tu es, même si tu es avec tes enfants, on vient, on te menotte, on te prend pas, on te brutalise, on te fait tomber par terre. Ils te prennent la manière qu'ils vont te prendre. Ils partent avec toi, ils n'ont pas de soucis. Voilà pourquoi ils sont en train de se cabouler, ils sont en train de fermer leur visage. On est en train de dire pourquoi vous fermez leur visage? Parce qu'ils savent que ce qu'ils font n'est pas bon. Et alors les gens vont voir leur visage et vont les menacer. Alors elle dit, bon, laissons maintenant, donnons une dignité à ces gens-là que nous considérons parce qu'ils sont importants pour leur économie américaine. Parce qu'ils payent des taxes. Imagine que une personne qui n'a pas de papier, mais qui travaille, qui paye des taxes. Et les taxes bénéficient l'économie du pays. Ça veut dire que, en quelque sorte, quand le président sort, la manière que l'État le paye, c'est on le paye avec les taxes de la population. Quand tu fais les voyages, tout ça, et c'est avec les taxes de la population, y compris les sans-papiers, contribuent pour l'économie de ce pays ici. Alors, cette dame dit, bon, on va les donner une dignité. Maintenant, dans le Dignity Act, là, qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce qu'elle propose? Nous allons voir les points. Qu'est-ce qu'elle propose? Elle dit ceci, parmi les points majeurs, disons, de ce Dignity Act. Il dit full operational control of border, e-verify. C'est-à-dire que le contrôle total des opérations de contrôle au niveau de la frontière. Et le plus souvent, au niveau de la frontière, donc le contrôle total et e-verify, donc la vérification en ligne, la vérification électronique. Donc, toute personne qui va rentrer aux États-Unis doit être vérifiée.
Et toute personne à l'intérieur des États-Unis, tout immigrant, doit aussi être vérifié. C'est-à-dire, ils doivent s'enregistrer dans la base de données de son État et l'État va donner ces données-là au niveau de l'État fédéral. Comme ça, ils sauront qu'il y a monsieur un tel X qui habite Boston à telle adresse, il est rentré dans ce pays. C'est déjà, quand tu rentres déjà dans ce pays ici des États-Unis, il y a déjà des trucs, c'est déjà là. Tu rentres déjà là, tu vois déjà ton I-9, l'aéroport auquel tu es rentré. Ça reste dans le système. Ton passeport, le passeport auquel tu es rentré, la catégorie du visa que tu étais rentré, le nombre de séjours, c'est déjà là, c'est déjà dans le système. Peu importe que tu ne sors pas, c'est toujours dans le système. Ils savent que tu étais rentré dans ce pays, tu n'es jamais sorti de ce pays. Vous voyez? Quand tu sors également, ça signale également que tu étais sorti telle date et quand tu retournes également, tu es retourné telle date. Donc, tout est dans le système. Maintenant, là, ils veulent maintenant aller plus loin avec cette vérification-là afin de savoir qui est sur leur territoire et cette personne-là aussi, son histoire. Voilà pourquoi ils sont en train de bannir, faire les interdictions à d'autres pays qui ne respectent pas ça, qui n'ont pas de base de données, qui ne sont pas structurés. C'est-à-dire, quand un pays, un citoyen X d'un pays X voyage pour les États-Unis, au niveau déjà de l'ambassade, quand il fait son dossier, ils doivent être en mesure d'avoir au moins 80% de l'historique de cette personne-là. Que cette personne-là, c'est X, il a tel âge, il vit dans tel village ou dans telle partie du pays, il travaille telle place, son passé criminel, est-ce qu'il est criminel? Non, il n'est pas criminel. Ses activités politiques, son opinion, on part vers tes réseaux sociaux pour maîtriser, pour savoir qui vient aux États-Unis pour que ça ne soit pas une menace pour sa population américaine, pour son État, pour l'intégrité et la sûreté territoriale de son État. Parce que ils ont aussi les menaces terroristes sur leur pays, sûrement avec la politique extérieure que mène leur État. Ils ont également la peur parce qu'il y a plusieurs menaces enregistrées. Donc, il faut contrôler la frontière pour bien contrôler l'immigration, pour bien contrôler ceux qui entrent et pour maîtriser le nombre de personnes qui entrent dans ce pays. Un deuxième point, c'est le Dignity Programme, donc le programme de dignité. C'est ça la plus grande question. 7 ans d'un statut légal pour ceux qui sont aux États-Unis depuis avant 2021, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés aux États-Unis avant 2021. Avant 2021, donc au moins plus, ceux qui ont plus de 5 ans au moins dans ce territoire ici, ceux qui ont au moins 5 ans et plus dans ce territoire ici, qui n'ont pas de documents, alors elle propose un permis de travail, un permis légal de 7 ans, renouvelable. Et en compensation, vous avez 7 000 $ à payer en 7 ans, c'est-à-dire chaque année, 1 000 $, 1 000 $, 1 000 $, 7 années. Et quand vous arrivez au terme de votre permis de travail, vous allez renouveler, on vérifie votre conduite, vos contributions. Comment est-ce que vous étiez tout au long des 7 ans? Si vous êtes un bon citoyen, qu'ils peuvent encore donner encore, ils peuvent encore renouveler pour que vous travaillez encore dans ce pays ici, tout en terminant les 7 000 $ que vous devez contribuer pendant les 7 ans, qui va bénéficier au Trésor américain. Et cet argent-là, ils vont peut-être le mettre dans l'éducation de leurs enfants, les enfants américains, pour peut-être dans les autres secteurs, pour bénéficier de l'économie et l'économie des États-Unis. Vous voyez, ça c'est avec les 7 ans renouvelables. Mais sauf que ces 7 ans-là ne te donnent pas la possibilité de devenir demain citoyen américain. Non. Les 7 ans aussi ne te donnent pas la possibilité de devenir un résident permanent. Donc, tu es là sous une certaine mesure à cause du travail. Tu travailles aux États-Unis, tu contribues à l'économie américaine, tu aides ta famille, tu as le droit maintenant d'aller même visiter tes parents, d'aller enterrer tes parents, d'aller enterrer les gens dans ton village là-bas et tout ça, et revenir travailler aux États-Unis. Tu peux acheter la maison aux États-Unis, le véhicule, tu peux tout faire ce que le work permit ou le permis de travail peut faire, à la limite. Mais seulement, comme tu étais déjà rentré dans ce pays ici illégal,
et que tu n'as jamais eu de document légal, alors tu étais déjà criminel et on ne peut pas te donner la possibilité de devenir américain. Donc, tu te limites seulement que on a accepté, on a besoin de toi pour l'économie américaine. Tu vas travailler, tu vas contribuer, tu vas avoir ton argent. Si tu veux construire ici, avoir la maison, une maison ici, tu peux le voir, tu peux l'avoir. Mais demain, sache-le que tu dois retourner aussi dans ton village parce que tu seras fatigué pour aller s'installer là-bas. Mais au moins, tu as travaillé aux États-Unis. Tu as eu les avantages. Tu peux élever tes enfants qui seront nés ici, qui sont américains. Donc, aux États-Unis, il n'y a pas la chance là d'un parent, à moins que quand ces enfants auront plus de 18 ans, ils auront 18 ans, les enfants américains, et que les enfants commencent à travailler, et les enfants maintenant sponsorisent leurs parents, leur papa, pour devenir américains. C'est une longue procédure. Vous voyez? Parce que la plupart des parents qui sont ici, qui ont des enfants qui sont américains, qui sont devenus grands, eux, ils n'ont jamais bénéficié de cette nationalité-là. On venait même d'arrêter avec ICE qui a arrêté un papa avec, qui a 2 enfants dans l'armée américaine et marine, qui a 3 enfants marines, qui sont des Marines, et le papa, et on l'a arrêté à son lieu de travail, on l'a torturé. C'était pitoyable. Il y a même une maman qu'on a refoulée, qu'on a déportée, mais qui a des enfants américains. Donc, vous voyez? Donc, avec les États-Unis, ce qui compte plus, c'est votre entrée, la manière que vous êtes entré dans ce pays ici. Ça joue de beaucoup. Donc, après cela, Permanent Legal Status for Dreamers who meet requirements. Donc, les Dreamers, ce sont des enfants. C'est l'ancien DACA, le programme le statut que Obama avait créé pour les enfants mineurs qui sont arrivés aux États-Unis. Bien que les enfants sans document qui sont arrivés mineurs aux États-Unis doivent bénéficier de la nationalité américaine, doivent bénéficier de la résidence permanente et devenir américains après 4 ans. Vous voyez? Ça, ce sont les Dreamers. On appelle maintenant dans ce acte ici de loi, dans ce projet de loi ici, ils appellent ça maintenant les Dreamers. Donc, si tu es venu, même si tu es rentré légalement avec ton enfant mineur, ton enfant va bénéficier sous certaines conditions si elle obéit aux conditions qu'eux, ils vont illustrer, elle va avoir la résidence permanente. Quand ils quittent ça, ils partent maintenant vers Asylum System Reform. Le Asylum, c'est ce que je vous ai expliqué. Il y a la différence entre réfugié et Asylum. Donc, le Asylum ici, on appelle, ça c'est le système de la demande d'asile. Ils veulent reformer ce système-là parce que ce système-là a connu des abus et il y a eu trop de gens qui ont appelé jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas encore de réponses, ils n'ont pas encore été appelés ni écoutés. Donc, ça veut dire que non, ils sont en retard. Ils sont vraiment lents et en retard à cause de plusieurs dossiers et le système aussi qui ne marchait pas. Alors, ils veulent réformer ce système-là. And catch and release. Donc, tous les dossiers des gens, par exemple, qui sont déjà ici, sûrement pour bien réformer le système de Asylum, il faut d'abord dire, nous n'allons plus recevoir les dossiers pendant une période, peut-être 2 ans ou 1 année, juste pour traiter les dossiers qui sont déjà en cours, qui sont déjà entrés. Et alors, après, maintenant, ils vont commencer maintenant à recevoir les dossiers en mettant maintenant les nouvelles critères. Parce que j'ai entendu même la dame, la parlementaire, dire que maintenant, elle est en train de proposer dans ça, il n'y aura plus de demandes à l'intérieur des États-Unis. C'est-à-dire que tu viens aux États-Unis avec un autre visa, peut-être le visa touriste, et après, tu fais maintenant la demande d'asile. Normalement, c'était comme ça, tu rentres légalement et ensuite, à l'intérieur, tu fais la demande d'asile par rapport que non, tu ne peux plus repartir dans ton pays, tu es menacé, autre et tout ça. Désormais, toute demande doit se faire à l'extérieur des frontières des États-Unis, à l'extérieur des États-Unis. Et on doit traiter ton dossier et voir si on peut t'accepter. Ça, c'est tout ça pour limiter, casser ce système-là. Or, normalement, selon la charte de l'ONU, selon la charte au niveau des droits de l'homme, toute personne, quand tu voyais dans un pays tiers et tu as une menace envers toi, envers ta vie, tu ne peux plus repartir dans ton pays. Dans le pays là où tu arrives, tu as le droit, si le pays là
et dont la charte-là fait partie de cette convention-là, a ratifié cette convention-là, alors tu as le droit de demander l'asile n'importe où, donc n'importe quel pays qui a ratifié ce traité-là. Vous voyez? Il y a ça. Et aussi, le dernier, c'est 70 milliards américains Workforce Fund. Donc, ça, c'est comme un fonds de la force de travail américaine qui ne sera pas fourni par les payeurs de taxes, mais à travers l'immigration, avoir cet argent-là. L'immigration, c'est un bon deal ici aux États-Unis. C'est un très, très bon deal. Très, très bon deal. Et ils font beaucoup d'argent pour ça. Donc, ça, c'est avec l'acte de dignité 2025. Beaucoup de gens sont impatients sur ça et beaucoup de gens qui n'ont pas de documents, ils sont impatients. Une personne, ne pas avoir un document légal, c'est stressant, c'est très dur et une personne va préférer avoir un work permit comme ça de 7 ans, il peut faire les allers-retours au niveau de son pays, il peut travailler ici aussi durement, faire ses business, mettre ses business, créer des entreprises au niveau de son pays et rester demain, après 7 ans, après 14 ans, il peut donner 21 ans de sa vie, travailler beaucoup d'argent ici aux États-Unis et aller investir dans ce pays, il va vivre plus mieux et plus meilleur que de souffrir sans document, sans papier et les discours que tu entends des extrémistes blancs qui n'aiment pas, qui n'aiment pas les gens d'autres couleurs, qui n'aiment pas d'autres personnes qui parlent une autre langue, qui parlent 2-3 langues et tout ça. Et c'est très, très dur. Donc ça, c'est un peu, en gros, la vidéo que j'avais pour vous ce soir par rapport à la situation de l'immigration aux États-Unis. Donc, c'est ça. Et tout le monde attend ça impatiemment. Impatiemment. Plusieurs pays attendent ça impatiemment. Et pour d'autres personnes, les frais ici de visa, ce n'est rien. Mais pour d'autres personnes, c'est grande chose. Une maman comme ça, avec 250 $ encore, après avoir payé 185 $. Donc, vous voyez déjà, elle est déjà à 400 et quelques $, et sans compter la réservation de l'hôtel, sans compter celui, la personne qui te fait le dossier, qui va demander aussi de l'argent et tout ça, et sans compter d'autres preuves que tu dois fournir, que tu dois arranger. Ce n'est pas facile, c'est là. Ce n'est pas ça le but même du rêve américain. Donc, en gros, c'est un peu la vidéo que j'avais pour ce soir. Merci beaucoup. Abonnez-vous, mettez des j'aime et des likes et partagez les vidéos. Et consultez-nous au cas de besoin d'un conseil en immigration, le conseil pour venir aux États-Unis, le conseil pour votre procédure de l'immigration, votre procédure de document. Nous sommes ouvertes à vous aider et c'est ce que nous faisons, c'est le conseil en immigration que nous faisons. Voilà pourquoi nous appelons Travel Consulting. Merci beaucoup.